Secondaire 4, la lithosphère. Le mot lithosphère vient de lithos, qui veut dire roche, et de sphère, qui veut dire une boule qui est vide. En d'autres termes, la lithosphère est la couche externe solide de la Terre. Elle va inclure la lithosphère et la première partie du manteau, c'est-à-dire la sténosphère. Au secondaire 2, nous avons vu qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de la Terre. La Terre, un peu comme un oignon, est faite de plusieurs couches, soit la croûte terrestre, le manteau, le noyau externe et le noyau interne. Les mouvements de fer et de nickel dans le noyau externe créent le champ magnétique de la Terre, alors que les mouvements de convection dans le manteau font bouger les continents à la surface et causent la dérive des plaques tectoniques. Ceci complète le petit rappel de secondaire 2, puisque maintenant nous allons directement vers les minéraux. Un minéral est une substance inorganique aux propriétés uniformes. Inorganique voulant dire qu'il ne vient pas de la vie, et aux propriétés uniformes veut dire que les propriétés restent les mêmes partout dans le minéral. Le minerai, quant à lui, est une roche qui est composée de plusieurs minéraux d'intérêt. Ainsi, les roches sont des mélanges de minéraux, et lorsqu'il y a suffisamment de minéraux intéressants pour qu'on fasse une exploitation industrielle, nous appelons ça du minerai. En plus des ressources minérales, la lithosphère contient bien sûr beaucoup de ressources énergétiques. Le premier type de ressources énergétiques que nous retrouvons dans la lithosphère sont les combustibles fossiles. Nous parlons alors du charbon, du pétrole et du gaz naturel. Dans le cas du charbon, nous devons faire des mines. Il est possible de faire des mines à air ouverte et il est possible de faire des mines souterraines. Dans ces cas, nous allons devoir créer des ascenseurs pour descendre et monter les gens et de la ventilation pour que l'air puisse se rendre à eux. Les mines comportent plusieurs dangers. Par exemple, il est possible de tomber sur une poche de gaz toxique que les humains ne sont pas capables de sentir. C'est pour cette raison que les travailleurs dans le passé apportaient un canari avec eux dans la mine. Les canaris, voyant qu'il faisait noir autour d'eux dans la mine, se mettaient à chanter. Par contre, s'il y a un gaz toxique, le canari allait mourir en premier. Si le canari arrêtait de chanter, les travailleurs savaient qu'il y a un gaz toxique et qu'ils devaient rapidement sortir de l'endroit. Le travail dans les mines a une longue histoire difficile d'exploitation et de travail qui causait des problèmes de santé. Les avantages des combustibles fossiles, c'est qu'ils sont peu coûteux par rapport aux autres méthodes de produire l'énergie. Également, ils permettent de créer une grande variété de matériaux. Finalement, c'est une ressource facile à emmagasiner et à transporter. Les inconvénients des combustibles fossiles, c'est qu'ils ne sont pas renouvelables. De plus, l'utilisation des combustibles fossiles cause la production des gaz à effet de serre qui causent le changement climatique. Finalement, l'extraction des combustibles fossiles est très polluante. Il suffit par exemple de penser aux mines qui causent la destruction de la végétation, la contamination du sol et de l'eau et le rejet des substances toxiques par la machinerie lourde qui est utilisée pour extraire les combustibles fossiles. Le deuxième type d'énergie qui vient du sol est l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire repose sur la radioactivité découverte par Marie et Pierre Curie. Pour le secondaire 4, nous allons mentionner que 3 types de rayonnements, les rayonnements alpha, bêta et gamma. Les rayons alpha, qui sont chargés positivement, peuvent être arrêtés par une feuille de papier. Les rayons bêta, qui sont chargés négativement, peuvent être arrêtés par une feuille d'aluminium. Les rayons gamma, qui sont une forme de lumière, peuvent être seulement arrêtés par une forte épaisseur de béton ou de plomb. Les avantages de l'énergie nucléaire, c'est qu'elle produit beaucoup d'énergie. Elle demande peu de ressources, elle peut être transportée facilement et elle produit peu de pollution, peu de gaz à effet de serre et beaucoup moins de polluants que les combustibles fossiles. Les inconvénients de l'énergie nucléaire sont que c'est une énergie non renouvelable, que les déchets produits sont radioactifs, que la technologie est très coûteuse, qu'en utilisant l'énergie nucléaire, il est possible de produire le matériel pour les bombes atomiques, et que les accidents sont particulièrement dévastateurs. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu que 2 grands accidents dans les centrales nucléaires. Le premier est arrivé à Tchernobyl. Cette ville, malheureusement, a dû être désertée depuis, et la radiation en 1986 a pu être ressentie dans toute l'Europe et même plus loin. Le deuxième exemple est Fukushima en 2011. Le troisième type d'énergie dans la lithosphère est la géothermie. L'énergie géothermique utilise la chaleur de la Terre elle-même. Il suffit de faire descendre de l'eau froide, de la faire passer à travers les tuyaux qui vont être dans la roche plus chaude en dessous et la faire remonter pour avoir de l'eau chaude. Les avantages de l'énergie géothermique, c'est que c'est une énergie renouvelable, elle prend peu de place à la surface de la Terre et qu'elle produit peu de gaz à effet de serre. Les inconvénients,
sont que la technologie est coûteuse, qu'elle est possible à grande échelle seulement là où il y a de l'activité volcanique et qu'elle utilise beaucoup d'eau pour fonctionner. Pour comprendre la lithosphère, il faut également comprendre le sol. Le sol est une couche superficielle et meuble de la croûte terrestre. La formation du sol se passe en plusieurs étapes. Premièrement, la roche-mère est érodée par l'eau et le vent. Ensuite, des êtres vivants viennent se développer à la surface de la roche érodée. Après un certain temps, la décomposition des plantes et des vivants qui se sont développés à la surface de la roche érodée crée un sol fertile. Ainsi, plus le sol est vieux, plus il sera épais. Les différentes couches du sol sont appelées les horizons du sol. Ce sont des couches qui se distinguent par leur composition et leur épaisseur. Dans un sol habituel, nous avons d'abord la végétation à la surface. Nous avons ensuite le humus, c'est-à-dire les déchets organiques en décomposition. Le compost en est un bon exemple. Nous avons ensuite la terre arable, c'est-à-dire la terre qui est bonne pour l'agriculture. Nous avons ensuite le sous-sol, un sol pauvre avec un peu de racines. Et nous avons enfin la roche-mère qui est surtout composée de minéraux. Pour qu'un sol soit fertile, il faut d'abord la présence de minéraux, azote, phosphate, carbone et tout ce dont les plantes ont besoin. Il faut ensuite la présence d'eau. Il faut aussi que le pH soit approprié. Si la terre est trop acide ou trop basique pour certaines plantes, ces plantes-là ne pourront pas survivre. Il faut ensuite la présence de l'air. Il faut du CO2 et de l'oxygène. Il serait donc difficile de faire des fermes sur Mars si les humains y vont un jour. Ce qui nous manque, bien sûr, est la chaleur. Si un sol reste gelé pendant au moins 2 ans consécutifs, nous parlons alors de pergélisol. Pour empêcher le sol de s'appauvrir, les humains ont commencé avec le temps à faire une rotation de leur culture. Une année, le sol serait en jachère, c'est-à-dire qu'on ne fait rien pousser sur le sol. Une autre année, on ferait pousser les céréales. Et une troisième année, nous pourrions faire pousser des légumineuses. Puisque les plantes sont différentes, elles vont utiliser différentes parties du sol, et puisque nous lui donnons une année pour se reposer, le sol peut retrouver les minéraux qui sont nécessaires pour la croissance des plantes. Merci beaucoup tout le monde.